Allez, sans plus attendre, je vous propose que nous démarrions. Alors, bonjour à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire Les matinales de la chaire MAI, Mutation, Anticipation, Innovation de l'IAE de Paris. Alors, déjà, nos mots d'excuse pour ces quelques minutes de retard suite à un problème technique, mais voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre. Et donc, nous vous accueillons avec plaisir pour cette matinale qui portera sur la sortie d'un ouvrage collectif intitulé La réinvention des territoires par la solidarité. Alors, c'est une édition un peu spéciale puisque nous allons vous proposer une série de tables rondes ce matin. Et pour ce faire, eh bien, nous avons la chance d'accueillir pas mal d'invités. Nous avons donc Didier Chabot, Philippe Hainaut et Nathalie Rollet-Crozet, qui sont professeurs à l'IAE Paris-Sorbonne et coordinateurs et coordinatrices de cet ouvrage collectif, qui donc animeront ce webinaire. Et puis nous avons également le plaisir d'accueillir les auteurs de certains chapitres de cet ouvrage, à savoir Lucie Cortambert de l'Université catholique de Lyon, Vincent Pradier de l'IAE Paris-Sorbonne, Romain Slitine également de l'IAE Paris-Sorbonne, Norélia Voiseux, responsable RSE chez Régie des Transports Métropolitains, et Julien Maisonas de Aix-Marseille Université. Alors déjà, un très grand merci à eux, évidemment, d'avoir accepté notre invitation. Je me permets, durant cette brève introduction, de vous rappeler que, bien sûr, vous aurez l'occasion de poser des questions et vous y êtes largement invités. Nous aurons des temps dédiés pendant et après les présentations pour que vous puissiez poser toutes vos questions à nos invités. Mais vous pouvez aussi, à tout moment, poser vos questions via le chat et nos animateurs se chargeront de les relayer à tous nos invités. Voilà, donc enfin, quelques informations pratiques. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 et cette session est enregistrée, donc vous pourrez la réécouter et n'hésitez pas, bien évidemment, à la partager. Voilà, écoutez, sans plus attendre, je vous propose que nous démarrions et je passe donc la parole à Philippe Hainaut. Merci beaucoup, Emmanuel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, l'idée ce matin, c'est de présenter un ouvrage collectif qui a été coordonné par Nathalie Rollet-Crozet, Didier Chabot et moi-même, qui accueille un grand nombre d'auteurs et nous avons la chance aujourd'hui d'en avoir quelques-uns avec nous qui pourront parler de leurs travaux et illustrer la teneur de cet ouvrage. Alors, cet ouvrage, il est conçu autour de trois parties de cet ouvrage. Première question, c'est quel type d'action publique pour les territoires solidaires? Et nous y reviendrons parce que c'est quelque chose d'important, des débats que nous avons animés, Nathalie Rollet-Crozet, Didier Chabot et moi-même là, assez régulièrement pendant des colloques. La deuxième question, c'est le territoire comme ressource. Oui, mais comment, pourquoi faire, quel type de ressources? Et troisième partie importante, comment co-construire les territoires au travers de la solidarité? Alors, la solidarité est une question d'importante et qui nous semble être maintenant au cœur des approches territoriales, parce qu'il y a des nouveaux enjeux importants dont il faut tenir compte. La transition écologique et sociale, les enjeux d'inclusion sont des questions nouvelles qui se posent nouvellement au territoire et sur lesquelles des solutions sont en train de se développer et de se mettre en œuvre. La solidarité devient un facteur clé de l'analyse, au point que maintenant on peut parler de développement socio-territorial. Alors, dans ces configurations sur les territoires autour de la solidarité, on a des acteurs qui se rejoignent, qui sont les acteurs publics, et qui sont aussi les acteurs économiques et les acteurs des organisations de l'économie sociale et solidaire. Tout l'enjeu, c'est de savoir comment, sur les territoires aujourd'hui, on peut avoir un développement plus juste, plus équitable, plus inclusif. Ça suppose un renouveau de l'action publique et de nouveaux compromis institutionnels territoriaux. Alors, il y a des initiatives intéressantes qu'on va vous détailler ici dans la présentation. Mais je laisse la parole à Didier Chabot pour vous donner un aperçu du contenu détaillé du livre. Merci beaucoup Philippe et bonjour à toutes et tous. En étant désolé que ma caméra m'ait lâché ce matin, mais du coup rendre compte effectivement dans notre ouvrage de cette réinvention des territoires par la solidarité, comme Philippe l'a mentionné, ça nous a conduit à imaginer différentes focales.
Et la première focale qui renvoie à la première partie du livre, c'était vraiment le fait de se dire le territoire, d'abord, c'est quelque chose qui va être délimité, qui va être prescrit, et en quelque sorte, c'est un périmètre sur lequel les acteurs vont se déployer. Et à partir de là, on avait trois chapitres qui abordaient cette question en montrant finalement le rapport entre le territoire prescrit et construit et comment finalement le périmètre qui est défini va donner et va permettre aux acteurs de s'organiser de manière différente. Et donc, on avait par exemple le premier chapitre de Caroline Demeyer qui montre, par exemple, comment sur les politiques d'égalité femmes-hommes, le fait qu'on passe d'une politique nationale à des déclinaisons régionales, des déclinaisons territoriales, va permettre de créer des modalités de collaboration différentes entre les acteurs. À côté, Juliette Pinon, quant à elle, elle s'est attaquée à un sujet très intéressant. On sort des Jeux olympiques et paralympiques de Paris et ces Jeux olympiques, paralympiques, ils ont été l'occasion de lancer une démarche particulière, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment en faire des territoires et utiliser le méga événement des JO comme un élément de création d'inclusivité. Et donc, à partir de là, la préparation des JO, c'est vraiment un élément qui a permis de lancer des projets de coopération entre les acteurs pour essayer de permettre aux acteurs de la solidarité de développer des politiques et d'agir localement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement, au-delà de la décision et de l'affirmation de cette volonté de territoire inclusif et de JO inclusif, comment ça se met en œuvre concrètement. Territoire zéro chômeur longue durée, c'est le chapitre de Timothée Duverger. Et là aussi, un aspect intéressant sur ce territoire prescrit. Ces initiatives de territoire zéro chômeur longue durée permettent de mailler les acteurs dans un périmètre finalement restreint. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment va se construire cette coopération. Donc, vous voyez, dans les trois chapitres, on a vraiment cette idée et cette variation sur le fait de dire on a une délimitation territoriale et comment finalement va se construire l'action des acteurs de la solidarité. La deuxième partie nous a semblé intéressante également, c'est le territoire comme ressource, ce qu'on appelait le pouvoir du territoire. Ce qui était intéressant ici, c'était de se dire, finalement, chaque territoire a ses particularités, ses spécificités, et on voulait essayer de comprendre comment les acteurs allaient finalement créer des dynamiques, créer des coopérations, et finalement faire vivre ces territoires, en quelque sorte, comment on fait territoire. Et le chapitre 4 de Céline Bourbousson, Julien Maisonas et Nadine Richer-Battesti, il est intéressant parce qu'il montre comment finalement dans deux réseaux de tiers-lieux sur des territoires différents, à partir finalement d'un acteur public qui lance l'initiative, comment les acteurs locaux finalement vont inventer différemment et vont mettre en œuvre des dynamiques de coopération sur le territoire. Vincent Pradier, lui, ce sera intéressant de l'écouter parce qu'il pointait quelque chose de très intéressant, qui est que quand on a des ONG qui travaillent à l'international, qui sont dans l'action humanitaire, dans la transition écologique, le risque finalement, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve à implanter dans les pays du Sud, à plaquer quelque part des modes de fonctionnement qui seraient des modes de fonctionnement centro-occidentaux et en quelque sorte, on pourrait basculer dans un néocolonialisme. Et là, lui, il va nous montrer comment finalement on a besoin d'un raisonnement qui va, au Sénégal et au Burkina Faso, permettre de créer vraiment une action locale qui soit finalement, j'allais dire, débarrassée d'une vision un peu centraliste ou néocolonialiste. Norelia Voiseux, elle, c'est un autre aspect qui est aussi intéressant à souligner, parce qu'elle étudiait un dispositif d'accueil solidarité en gare. Et ce dispositif, qui existait auparavant à la SNCF, elle montre comment dans une région, dans une gare particulière, en fait, dans le cadre de la SNCF, finalement, ce dispositif peut ne plus apparaître comme central et pertinent, mais en fait, les acteurs du territoire qui ont créé des solidarités, finalement, se sont emparés et font vivre ce point d'accueil solidarité quelque part en résistance par rapport à une politique nationale. Et là, il y a tout un aspect intéressant, c'est qu'on peut faire territoire contre finalement une politique nationale. Le dernier aspect,
qui nous a frappé dans les différentes contributions, c'était un troisième aspect. Vous voyez que jusqu'à présent, on a raisonné en disant on est territoire ou on fait territoire et on regarde comment on mobilise les ressources du territoire. Dans le troisième aspect, ce qui était intéressant, c'est comment les acteurs de la solidarité vont finalement créer le territoire, vont le faire vivre à partir de leurs actions. Et là, il y avait 3 chapitres en tant que tels. Le premier chapitre de Camille Orion sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC, à partir du cluster Jura. C'est un chapitre qui est intéressant parce que le cluster Jura, c'est une structure qui va essayer de pousser des projets d'action entrepreneuriale sur le territoire. Et là, on va essayer de faire bouger le territoire en tant que tel. Le chapitre de Romain est assez complémentaire parce que c'est sur un cas dans la Drôme de la FAPTI et il va nous montrer comment finalement les acteurs sont arrivés à mettre en place des dispositifs d'accompagnement locaux qui permettent de susciter un développement entrepreneurial qui est favorable au territoire. Le dernier chapitre de Lucie, lui va être également très intéressant parce que dans le cadre des associations au contact des sans-abri à Lyon, elle va montrer finalement comment les acteurs de la solidarité vont arriver à faire vivre le territoire, vont arriver à se coordonner pour arriver à servir au mieux les sans-abri, alors même qu'elle se situe dans un contexte très changeant et je crois elle nous le précisera, mais il y avait eu une mortalité très forte des associations sur le territoire et pourtant les acteurs, grâce à un outil de gestion, sont arrivés à se coordonner et à continuer à suivre, à aider les sans-abri et à leur apporter des dispositifs d'aide. Donc vous voyez finalement on a une sorte d'œuvre chorale avec 9 chapitres qui éclairent des facettes différentes et du coup l'objectif aujourd'hui c'est d'essayer d'en rendre compte. Donc tout de suite première session de la table, ou première table ronde on va dire, et je leur cède la parole à Nathalie. Oui, merci beaucoup Didier pour cette présentation d'ensemble de l'ouvrage. Donc, on a prévu d'organiser effectivement ce séminaire aujourd'hui en 2 temps, avec une première session de table ronde au cours de laquelle différents auteurs ayant écrit des chapitres dans le livre vont discuter, vont participer. Alors, on aura 2 finalement sur les 3 parties, surtout la partie 2 et la partie 3 représentées. Donc, la première session porte sur le territoire comme ressource, le pouvoir du territoire, avec Julien Maisonnas-Vincent Pradier et Norélia Voiseux. Et à l'issue de cette première session, on fera un temps de discussion, un petit temps de discussion avec notre public, avec vous qui êtes là, si vous avez des questions pour nos auteurs. Et ensuite, une deuxième session autour de construire les territoires avec Lucie Cortambert et Romain Slitine. Voilà, donc je vais arrêter le partage d'écran avec les slides pour démarrer sur cette première table ronde, ce premier temps. Et donc, on va démarrer avec Julien Maisonnas. Alors, Julien qui a écrit un chapitre avec Nadine et Céline, Nadine Richesse-Battesti, Céline Bourbousson. Julien, vous avez travaillé sur des tiers-lieux qui sont inscrits sur des territoires, l'un en Corse et l'autre dans les Hauts-de-Provence. Et ces tiers-lieux ont la particularité d'avoir été mis en place par l'acteur public et ensuite de s'être en quelque sorte autonomisés et ont développé un ancrage au territoire, le territoire comme ressource. Et je crois que la notion de bifurcation a été une notion clé pour vous. Donc, je vous laisse la parole sur ces éléments. Qu'est-ce qu'une bifurcation? Qu'est-ce qui a suscité des bifurcations? Et comment ça se relie avec cette idée de ressources du territoire? Merci Nathalie, merci à toutes et à toutes, à la fois aux personnes qui nous ont invités et aux personnes qui sont présentes. Alors, mes co-autrices m'ont laissé la possibilité d'être là face à vous. Et étant enseignant-chercheur à l'IUT d'Aix-Marseille sur le site de Digne-les-Bains, je vais me concentrer plus sur le cadre de Digne-les-Bains que je connais bien. Et Digne-les-Bains, pour un aperçu, c'est mon fond d'écran. Donc ça donne une idée de l'aspect rural de cette petite ville en région, PACA. Sur les bifurcations, alors c'est un concept qu'on reprend à l'analyse processuelle, qui est une méthodologie qui a été développée au sein du laboratoire d'économie et de sociologie du travail pour comprendre le développement dans le temps. Donc ça implique un processus. Simplement,
aujourd'hui, on voit assez bien, il me semble qu'il y a une bifurcation parce qu'on parle des bifurqueurs notamment. Donc ça va être ces jeunes diplômés de grandes écoles d'ingénieurs ou peut-être même de l'IAE de Paris qui seraient destinés à avoir des postes à responsabilité dans des grandes entreprises et puis qui décident finalement de ne pas suivre le chemin pour aller, le chemin qui était inscrit, pour faire un pas de côté et développer autre chose. Là, dans le cas des tiers-lieux, c'est un peu pareil sur la bifurcation. C'est, on s'est intéressé donc à 2 territoires, ce qui fait un peu plus que 2 tiers-lieux, pour voir comment la dynamique tiers-lieu s'était mise en œuvre. Et sur le cas de Digne-les-Bains, bah, ce qu'on a pu voir, c'est qu'à l'origine, c'est les pouvoirs publics qui ont incité à la création des tiers-lieux. Et puis, chemin faisant, avec le développement des tiers-lieux, bah, il y a les tiers-lieux se sont un petit peu autonomisés, alors pas complètement, il y a des liens avec les pouvoirs publics, et ce qui fait que ça a changé de logique de fonctionnement. Donc, ce qu'on a appelé une bifurcation, c'est quand on passe d'une logique stabilisée. À l'origine, les tiers-lieux, et notamment sur Digne, c'est une logique plutôt d'incitation publique, avec l'idée de répondre à un besoin marchand, de développer de l'activité. Pour après, les tiers-lieux sont plutôt partis dans une logique territoriale. Et cette logique territoriale, bah, elle change les rapports entre la manière de faire, la manière de concevoir, la manière d'échanger, et elle se caractérise par le fait de développer les liens entre différents acteurs, donc les membres des tiers-lieux, les tiers-lieux entre eux qui ont plus interagi, qui ont interagi aussi avec les pouvoirs publics, avec d'autres acteurs. Et donc là, on a un changement de logique et c'est ce qu'on a appelé une bifurcation. Donc la bifurcation, c'est quand on passe d'un état stabilisé, d'un développement stabilisé, vers un autre état qui va être stabilisé aussi, bah, c'est hop, le passage de l'un vers l'autre. Et bah, qu'est-ce que ça a joué au niveau des ressources à ce niveau-là? Bah, on voit qu'au final, à la base, dans une logique, la ressource, c'était une approche assez classique de la ressource, essayer de créer un développement économique sur quelles sont les ressources du territoire. Bon, on n'a pas de pétrole, mais on a peut-être autre chose, des idées ou autre. Et bah, après, en fait, sur la deuxième séquence, donc suite à la bifurcation, les ressources qui ressortent, c'est plutôt en fait les questions de coordination, de collaboration entre les acteurs qui étaient pas forcément atomisés, mais dans leur coin à développer leur projet. Et puis le fait de se réunir, ça a permis de démultiplier les capacités d'action et donc pour pouvoir après saisir de nouvelles ressources, monter des projets collectifs pour pouvoir répondre à des appels d'offres publics ou privés, ou donc des dynamiques un peu de ce type-là. Très bien, merci beaucoup Julien. Je vais donner la parole maintenant à Norélia Voiseux. Donc Norélia, comme Didier l'a expliqué tout à l'heure, a travaillé sur un dispositif d'accueil et de prise en charge de la grande pauvreté en gare, à la gare, dans la gare de Strasbourg. Et ce dispositif, en fait, a résisté puisque les gares évoluent vers une logique plus commerciale avec plus de dispositifs commerciaux à l'intérieur. Mais à Strasbourg, ce dispositif solidaire est resté présent. Donc, comment est-ce qu'on peut l'expliquer à travers une lecture également des ressources du territoire sur lesquelles ce dispositif ou la solidarité peut s'appuyer? Merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'être ici ce matin. Ça me permet de revoir des têtes connues, puisque j'ai cheminé ici à l'IAE il y a quelques années dans le cadre de mes travaux de thèse. Du coup, pour répondre à cette question, je voudrais d'abord rappeler un peu des éléments de contexte. Effectivement, je me suis intéressée à ce point d'accueil et de solidarité parce qu'il était très spécifique et parce que le territoire sur lequel il œuvrait était lui aussi tout à fait particulier. Donc, on parle d'un dispositif d'accueil à la base 100% SNCF qui a été mis en place par la compagnie ferroviaire dans les années 90. Et au fur et à mesure du temps, en fait, des acteurs du territoire, des acteurs institutionnels, notamment la ville de Strasbourg et le département, sont venus subventionner cette structure d'accueil.
Et donc, il y a une coopération qui s'est mise en place entre la SNCF et ces acteurs de la cohésion sociale et solidaire du territoire alsacien, du Bas-Rhin. Donc, ce point d'accueil, il est déjà un peu particulier parce qu'il est né de cette coopération entre plusieurs acteurs et entre à la fois des acteurs de l'entreprise, une entreprise, même si c'est une entreprise effectivement de culture publique, de service public, donc une entreprise déjà un petit peu particulière, et des acteurs publics de la politique publique de solidarité sur le territoire. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même donc rappeler que la SNCF n'est pas une entreprise comme les autres, que c'est une entreprise historique et qui a une fonction sociale historique depuis très longtemps, et dans laquelle les gares jouent un rôle assez prégnant. Voilà, de tout temps, les gares sont des lieux d'accueil, sont des lieux de transit, sont des lieux de refuge aussi, que ce soit en période de guerre, en période de crise. Voilà, c'est des lieux quand même qui vont attirer et qui vont permettre voilà, de mettre en place des actions de solidarité à l'échelle locale. Donc, on a à la fois une entreprise particulière et on a ce lieu très particulier qui est un lieu interface, un lieu refuge, un lieu ressource aussi, qui est la gare. Et enfin, la dernière spécificité, c'est vraiment ce territoire qui est le territoire. Bon, là, c'était effectivement la gare de Strasbourg, mais Strasbourg, on est sur une ville frontalière entre la France et l'Allemagne, et dans un territoire, l'Alsace-Lorraine, qui lui-même a une histoire frontalière très particulière, avec beaucoup de flux, de changements de culture et de nationalité. Donc voilà, on a quand même quelque chose à Strasbourg d'assez spécifique, et c'est un environnement très porteur, c'est-à-dire que Strasbourg a une influence germanique, avec donc une sensibilité à tout ce qui est social, environnemental. Voilà, il y a quelque chose qui est assez porteur au niveau de Strasbourg, et c'est quelque chose qu'on avait identifié, nous, en étant dans les murs de la SNCF, en comparant un petit peu les différentes régions, dans les initiatives qui pouvaient naître en termes de RSE, que Strasbourg était effectivement un très bon élève déjà sur un certain nombre d'enjeux. Donc voilà, ça c'est pour rappeler un petit peu le cadre et les spécificités du terrain. Et ensuite, pour répondre sous une approche un peu plus territoriale, effectivement, ce que ça vient dire du territoire dans ce cas très précis, c'est que le territoire n'est pas une ressource ponctionnable à outrance pour l'entreprise, c'est aussi un lieu, enfin, c'est aussi une partie prenante qui est actrice et qui peut avoir un rôle beaucoup plus moteur. Certains parlent de territoire acteur, mais là, en l'occurrence, le territoire peut réagir et influencer les dynamiques à la fois locales, mais aussi influencer ce que l'entreprise doit faire, ou en tout cas est en mesure de mettre en place localement. Et finalement, le territoire, dans le sens faire territoire, c'est dans le sens où il peut être plus ou moins porteur de certains enjeux, de certaines problématiques, et en tout cas permettre de les mettre à l'agenda des politiques, on peut dire politiques publiques, parce que finalement la SNCF est quand même très perméable avec les politiques du gouvernement et ce qui est mis en place au niveau national sur un certain nombre d'enjeux sociaux ou environnementaux. Merci, merci Norélia. Alors, je me tourne maintenant virtuellement vers Vincent Pradier. Alors, on voyage sur des terrains vraiment très, très différents. Avec Vincent, on va sur une dimension internationale avec le chapitre qui porte sur le cas de certaines ONG face à la transition écologique et comment les enjeux de transition, finalement, révèlent peut-être le rapport de ces ONG à des territoires sur lesquels elles interviennent qui sont plus lointains. Vincent, sur cette question du territoire comme ressource qui oriente l'action de la solidarité, comment est-ce que vous avez pris cette question-là dans le chapitre? Eh ben, bonjour à tous et toutes. Merci pour l'invitation ce matin et la possibilité d'échanger rapidement sur mes travaux. Donc, le chapitre, pour aller rapidement, c'est un chapitre qui est issu de mon travail de thèse, donc qui met en lumière quelques éléments. Effectivement, dans le cadre de ce chapitre, je me suis intéressé à comment plusieurs ONG françaises, donc des ONG de solidarité internationale, humanitaire et de développement, plutôt des ONG relativement managérialisées, qui ont des formes de gestion déjà établies, comment est-ce qu'elles font en fait pour concilier ce qu'elles faisaient auparavant, leur mission sociale, avec ce qu'appelle de transformation la transition écologique, en particulier sur deux territoires, enfin plutôt trois territoires, ce qui se passe en France, la façon dont elle se transforme en France, et surtout la façon dont elle se transforme dans deux territoires de pays ouest africains que sont
le Sénégal et le Burkina Faso. Peut-être pour moi, la question de comment le territoire est perçu comme ressource, en préparant un peu l'intervention, je me suis dit que finalement, ce qui était intéressant, c'était d'appréhender comment certaines caractéristiques pouvaient être soit des ressources, soit des contraintes pour le déploiement de ces pratiques de transition écologique pour les ONG. Il me semble que la première ressource, en fait, c'est ce que j'appelle la matérialité du réchauffement climatique sur ces territoires. C'est-à-dire, c'est des territoires qui vivent beaucoup plus durement ce que le réchauffement climatique entraîne de transformation sur les vulnérabilités. Il fait chaud, il y a des problématiques de sécurité alimentaire très fortes, des problématiques de salinisation des sols, d'érosion des sols, etc. Donc, en fait, cette matérialité-là, elle pousse très fortement les organisations, les acteurs, les personnes qui vivent sur ces territoires à transformer leurs pratiques. Donc je pense qu'il y a un enjeu très fort sur qu'est-ce que le réchauffement climatique produit en termes d'accroissement des vulnérabilités sur ces territoires-là. La deuxième condition, à mon sens, et notamment quand on compare le Sénégal et le Burkina Faso, c'est en fait les dynamiques et les histoires de décolonisation plus ou moins abouties qu'on peut appréhender sur ce des territoires, en particulier dans la façon dont ils façonnent encore aujourd'hui certains agencements sociaux, politiques, économiques, et en particulier dans la façon dont cette histoire, elle continue de perpétuer des héritages de l'histoire coloniale, des formes de ce qu'on appelle colonialité dans ces pays-là. La troisième caractéristique, il me semble, et c'est très certainement comme d'autres chapitres, c'est la vitalité du réseau d'acteurs, d'organisations présentes sur ces territoires-là, ce que moi j'appelle les organisations subalternes, c'est-à-dire à la fois les organisations qui sont les plus pertinentes ou les plus à même de faire face aux vulnérabilités très micro que les personnes rencontrent sur les territoires, et en même temps des organisations qui sont positionnées souvent dans des rapports de domination très forts avec les ONG internationales et les acteurs de l'aide internationale. Et donc, en fait, la capacité ou pas qu'ont ces organisations subalternes, notamment en s'appuyant sur des réseaux plus larges à dialoguer ou à travailler avec des organisations internationales, ça c'est aussi une ressource qui peut être plus ou moins facilitante ou contraignante pour les ONG sur ces deux territoires d'intervention. Et puis la dernière, pour répondre finaliser la question, à mon sens, c'est la capacité des ONG à produire des territoires d'action qui soient pertinents. Et à se poser la question au regard de ce qu'elles savent faire, ces ONG françaises, au regard de leur histoire, quel est le périmètre d'action et l'échelle d'action sur laquelle elles ont une plus-value et sur laquelle elles peuvent renforcer ou au contraire, si elles n'y réfléchissent pas suffisamment, en tout cas, elles peuvent renforcer les organisations subalternes dans leur pouvoir d'agir. Et je pense que ça, c'est une quatrième ressource intéressante qui ressort de mon chapitre. Merci Vincent. Alors, j'ai une deuxième question que je vais poser à tous nos intervenants de cette première table ronde. C'est finalement ce qu'on voit dans ces différents cas que vous avez explorés, où il y a cet ancrage territorial et ces enjeux de solidarité, c'est la multiplicité des acteurs souvent hétérogènes qui sont amenés à travailler collectivement. Et donc, un des autres titres de cette partie-là, c'était autour de la question du pouvoir, parce que qui dit multiplicité d'acteurs peut dire jeu de pouvoir, et qui dit ressources peut aussi dire pouvoir. Donc, est-ce que, puisqu'on est sur des réflexions sur des approches solidaires avec des acteurs qui mettent en avant ces enjeux de solidarité, est-ce que l'approche solidaire va limiter des enjeux de pouvoir ou des prises de pouvoir, ou est-ce que c'est quand même présent? Et donc, je vais me tourner vers Julien pour une réflexion sur cette question-là. Merci. Alors, une approche solidaire, est-ce qu'elle réduit les jeux de pouvoir? Non, non, selon moi. Par contre, elle redéfinit les jeux de pouvoir, et elle peut aussi les redéfinir dans une intensité. Des fois, on peut être dans une image du western américain avec des pouvoirs très, très forts et très puissants, ou sinon avec des jeux de pouvoir qui sont plus des jeux d'influence et des démonstrations de force plus légères. Là, sur Digne, notamment, on a ça. Alors, historiquement, Digne a une spécificité, une sorte d'ambiance, une atmosphère de pacte de non-agression.
où les acteurs, notamment associatifs, mais ça marche aussi avec des acteurs lucratifs, se disent, s'il y a déjà quelqu'un qui fait ça, on ne va pas le faire. Mais même dans le champ associatif, il n'y a pas une logique de ah bah quelqu'un le fait, je pourrais me proposer et développer. Et là, ça a été une des premières difficultés dans la logique de tiers-lieuisation du territoire, ça a été de faire ensemble. Et donc là, on a une modification du pouvoir en se disant que bah, aussi en faisant ensemble, c'est pas forcément, enfin, c'est soit je fais, soit l'autre fait, ou on peut faire avec. Et donc là, les tiers-lieux ont développé une approche par faire avec. Et ce qui a bougé au niveau de la répartition des pouvoirs, alors à des degrés différents, c'est on a pu voir que l'acteur public, notamment, qui est central, hein, avec la ville et la communauté d'agglomération, en termes de ressources financières, en termes de ressources techniques, politiques notamment, était très présent et essayait de dire aux acteurs, notamment associatifs, faites ci, faites ça, enfin voilà, on impulse. Et après, ils ont eu cette finesse, je dirais, stratégique, de voir que les acteurs se saisissaient des questions de développement et se sont mis un peu en retrait. On laissait les tiers-lieux faire comme, comme les acteurs des tiers-lieux envisageaient le développement, en restant dans, quand même à regarder, à participer, mais en se mettant pas en retrait, mais voilà, en faisant un pas de côté. Donc là, on a une redéfinition du jeu de pouvoir. Euh, Et autre chose, alors c'est pas dans l'article, c'est une suite, travaillant sur Digne et résidant à côté, j'ai encore des contacts. Ce que j'ai pu voir, notamment en off, c'est, alors là, c'est pas un acteur public en tant que tel, mais une personne, un élu, qui lui est très gêné par cette perte de pouvoir. Et a tenté à deux, trois moments d'essayer de réaffirmer le pouvoir enfin son pouvoir auprès des acteurs associatifs en rappelant régulièrement que c'est quand même grâce à lui que les subventions arrivent, une part des subventions arrive. Mais ce qui est intéressant, c'est que les acteurs aussi à ce niveau-là donc les tiers-lieux, ont développé des réponses de type merci de nous soutenir et nous aussi nous avons un pouvoir. Alors c'est pas si clair hein, dans l'expression, mais nous aussi nous avons un pouvoir. Nous avons réussi à pérenniser des initiatives, à pouvoir attirer des fonds, notamment publics nationaux, pour le développement du territoire. Donc travaillons ensemble et ne travaillons pas l'un pour l'autre, mais travaillons vraiment ensemble. Donc à ce niveau-là, on voit cette répartition des pouvoirs qui, pour moi, est toujours présent, mais c'est mouvant et en fonction des situations et des enjeux, bah, il y a des acteurs, notamment associatifs, par le collectif et donc par la solidarité qui individuellement sont plus petits, ont moins de pouvoir, mais collectivement arrivent à avoir plus de pouvoir pour faire face à un acteur avec structurellement plus de pouvoir. Merci Julien. Peut-être même question pour Norélia sur cette question de jeu de pouvoir et est-ce qu'une approche solidaire peut en limiter des effets qui seraient négatifs? Comment est-ce qu'on peut voir ça? Je trouve ça très intéressant, cette question du pouvoir, parce que effectivement, quand on arrive sur un terrain de recherche un peu naïvement et qu'on découvre une petite structure comme le point d'accueil solidarité, recluse dans un tout petit local au fin fond de la gare, on ne s'imagine pas qu'il y a effectivement des jeux de pouvoir sous-jacents qui sont assez forts, qui sont politiques, qui sont organisationnels. Et en fait, c'est ça qui a été intéressant dans l'étude de cette structure, de cette pratique solidaire. À partir du moment où on ressent une résistance sur un terrain, et c'était le cas pour ce point d'accueil, puisque c'était le dernier point d'accueil solidaire encore présent dans une gare, à l'échelle du réseau de gares français, qui comporte à peu près 3000 gares. Donc à partir de là, c'était intéressant de se demander pourquoi. Pourquoi celui-ci finalement se maintient dans une logique où parallèlement les gares de France se modernisent
et réaffectent leurs espaces à des commerces pour pouvoir avoir des produits, finalement, des loyers et s'autonomiser d'un point de vue financier. Tout ça dans la perspective d'une mise en concurrence à laquelle la SNCF est soumise depuis à peu près 2015, dans les premières grandes réformes ferroviaires. Donc on a d'un côté une logique tout à fait nouvelle de modernisation, de marchandisation qui s'opère dans les gares et donc qui a tendance à évincer des activités plus sociales, hébergées à titre gratuit dans les gares. Mais ce point d'accueil solidarité à Strasbourg demeure. Là où les gares voisines, que ce soit Metz, voilà, enfin, en tout cas dans toutes les gares, ces points d'accueil, ils ont été soit complètement externalisés, donc délégués à des associations à 100%, soit juste sortis de la gare, c'est-à-dire mis dans des locaux euh, à proximité des gares, mais plus à l'intérieur des gares. Tout ça dans une logique aussi de sortir l'errance et la pauvreté des gares pour justement ces nouvelles gares du futur doivent être voilà, l'expérience client doit être agréable, l'ambiance de ces nouvelles gares doit être à la hauteur aussi de ce qu'on en attend. Donc si on peut sortir les gens qui sont voilà, en errance ou en sans-abrisme de la gare, c'est aussi. Donc pourquoi ce point d'accueil solidarité demeure à Strasbourg? C'est la question que je me suis posée et c'est en interrogeant les différents acteurs qui étaient impliqués dans son fonctionnement, donc que ce soit à l'intérieur de l'entreprise SNCF, mais aussi à l'extérieur, puisqu'on s'est vite rendu compte que cela mettait en scène des acteurs à la fois internes et externes à cette structure. Effectivement, dans le pouvoir, il y en avait énormément. Autant le point d'accueil solidarité a été créé en coopération entre l'entreprise SNCF et le territoire, autant au fur et à mesure des années et avec les flux migratoires qui sont arrivés en masse sur le territoire du Grand Est à partir des années voilà, 2015-2016, les relations se sont tendues. La SNCF était effectivement plutôt partisane de supprimer ce point d'accueil et de le remplacer par une franchise commerciale. Et le territoire était, lui, par contre, complètement en besoin de la conserver pour avoir un point d'accueil des personnes qui arrivaient sur le territoire globalement à la gare, quoi. C'était un des premiers points d'arrivée de ces personnes qui étaient généralement en demande d'asile. Donc, ils pouvaient rester assez longtemps dans l'espace public à attendre qu'on les prenne en charge. Donc, il y a eu, voilà, ces relations se sont tendues et le territoire, petit à petit, a imposé un peu inconsciemment à la SNCF de maintenir ce point d'accueil dans la gare, à la fois via les subventions, en mettant à disposition des éducateurs spécialisés, des prestataires, etc. Et en faisant aussi grand bruit de ce point d'accueil dans les médias locaux, donc en plébiscitant son action, en félicitant les équipes qui prenaient en charge ces personnes, en félicitant et en valorisant avec des récompenses la responsable de ce point d'accueil, qui était une cheminote, hein, qui est toujours d'ailleurs une cheminote voilà, à 100% sur cette structure. Donc tout ça fait que finalement, il y a un maillage territorial qui s'est construit autour du point d'accueil qui interdisait finalement presque aux décideurs SNCF de le fermer, de délocaliser. Donc voilà, il y a un jeu de pouvoir politique qui s'est mis en place assez fort. Et ensuite, il y a bien sûr des jeux de pouvoir internes, c'est-à-dire des jeux pour défendre des valeurs. À l'intérieur de l'entreprise, il y avait ceux qui étaient forcément partisans de la modernisation, des nouvelles générations un petit peu d'ingénieurs, et puis des cheminots plus anciens qui, eux, voulaient défendre ce point d'accueil au nom de valeurs anciennes, de solidarité, de service public, etc. Merci Norélia. Et donc, je me tourne maintenant vers Vincent. Les jeux de pouvoir, le pouvoir du territoire, qu'est-ce que tu aurais à dire? Merci pour la question. Alors effectivement, en fait, moi, ce que je montre dans le chapitre, c'est que le changement climatique, il apparaît sur ces territoires-là, en tout cas un peu comme un révélateur de forme de colonialité ou d'occidentalocentrisme de la gestion des ONG qui se perpétue aujourd'hui. Ça se traduit par exemple dans des formes d'infériorisation de pratiques, de postures, de savoirs qui sont non occidentaux. Ça se traduit dans des asymétries d'accès au financement entre ONG occidentales et non occidentales. Et ça se traduit surtout dans des effets de normalisation des pratiques et de la façon dont les ONG vont sur les territoires gérer l'enjeu environnemental. Donc, par exemple, dans la production de normes, d'outils de gestion, d'indicateurs de gestion, de tableaux de bord particuliers
particuliers qui sont produits en Occident et déployés sur les territoires. En fait, le risque de tout ça, c'est que déjà, ça peut produire des effets de rejet. Notamment dans des pays qui sont en fait qui ont ce paradoxe et qui sont très peu responsables du réchauffement climatique et ils sont les premiers concernés par ces effets. Avec un effet qui est de dire finalement est-ce que la réponse au changement climatique c'est pas un problème d'occidental quoi. Et nous quelle est notre responsabilité à agir dans un contexte comme celui-ci? Et puis, plus prosaïquement, en fait, ce que je constate et que je montre un peu dans le chapitre, c'est que ces formes de normalisation, de standardisation des outils, ça produit des effets de falsification des données, de contournement des données, avec en fait des équipes qui utilisent les outils parce qu'on les oblige à les utiliser, mais qui en fait falsifient complètement la façon dont c'est utilisé. Et donc, en fait, ça pose un peu la question de est-ce qu'une approche trop techno-instrumentale, est-ce qu'elle peut vraiment être solidaire? À l'inverse, ce que montre un peu ce que je montre un peu dans le chapitre, c'est qu'en fait, les ONG, même si elles sont contraintes par ça, elles produisent plein de pratiques alternatives qu'on peut considérer, à mon sens, solidaires. Moi, ce que j'appelle des effets de créolisation des outils ou de pluriversalisation des outils, c'est-à-dire, par exemple, elles réfléchissent beaucoup à comment est-ce qu'on mobilise différemment ces fameux groupes subalternes, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus concernées par le réchauffement climatique et les personnes qui ont moins le pouvoir à agir sur ce sujet-là. Donc, elle travaille beaucoup sur la mobilisation, une réelle mobilisation dans l'espace de gouvernance, de décision, d'action sur les projets. Beaucoup travaillent en fait déjà sur la mobilisation de savoir endogène, parce qu'en fait, elles se rendent compte qu'il y a plein de façons par exemple, de conserver des médicaments ou de construire des habitats particuliers plus résistants au changement climatique qui viennent de pratiques locales, endogènes de construction de savoir. Elles travaillent beaucoup sur justement cet enjeu de responsabilité différenciée entre le nord et le sud dans les outils de gestion, par exemple sur les déplacements en avion, sur qui est responsable du carbone émis par une organisation. Et puis, en fait, ce que montrent mes travaux, c'est qu'elles arrivent à avoir une gestion plus solidaire quand elles sont elles-mêmes accélératrices de formes de transition écologique juste, quand elles sont, par exemple, soutien à des formes d'économie circulaire sur les territoires, quand elles travaillent à un réel transfert de pouvoir et d'accès au financement à ces groupes subalternes. Etc. Et donc, en fait, à mon sens, des enjeux pour les ONG françaises qui se déploient dans ces territoires-là pour adopter une gestion solidaire, c'est en tout cas de réancrer la question environnementale et la façon de réagir à cette histoire coloniale qui, malgré tout, continue de perpétuer des formes d'inégalité sur ces territoires qu'il convient de prendre en compte et de dépasser pour réussir à œuvrer pour une autre gestion. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Alors, à l'issue de cette première session de table ronde, on a un temps d'une dizaine de minutes. C'est Philippe qui va animer pour les questions. Je pense qu'il y a peut-être des questions dans le chat ou des questions Il y a qui déjà sont... des questions dans le chat. Il y a une question d'Emmanuel Garbe qui dit: est-ce que ces jeux de pouvoir sont toujours dessinés par le jeu d'acteurs institutionnels, acteurs privés, acteurs publics et ou associatifs? Qui veut répondre à cette question? Julien? Donc, merci pour la question. Alors moi, dans ma réponse, je me suis concentré sur les jeux de pouvoir d'acteurs institutionnels, mais le pouvoir se distribue à tous les niveaux et on a pu aussi bien le voir au sein de tiers-lieux, entre quelle orientation donner dans le tiers-lieu par rapport aux acteurs qui participent. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire du tiers-lieu? Et là, d'essayer de jouer de ses capacités d'influence et ses pouvoirs pour définir le projet. Et je dirais qu'à ce niveau-là, c'est simplement faire vivre la citoyenneté, le débat politique. Donc, c'est pertinent dans la structuration du tiers-lieu. Après aussi, on a pu le voir à d'autres niveaux. Dans le fonctionnement, dans l'animation des tiers-lieux. Notamment, je pense à un tiers-lieu sur Ding qui était dans le groupe où un des animateurs, au final, est parti, alors quelques temps après l'étude qu'on a fait, parce qu'il se rendait compte que ce qu'on lui demandait de faire, donc en gros les membres du bureau de l'association, et ce que lui semblait être nécessaire de faire, notamment en fonction des remontées des acteurs, n'allait pas, et de se dire, bon, bah, de toute façon, je suis pas écouté, je ne compte à rien, ils veulent faire ça entre eux. C'est sa vision, hein, c'est pas la vision générale
lieu, bah, il a préféré partir. Donc là aussi, on voit que le pouvoir se joue à différents niveaux. Il y a aussi un peu des tentatives de déstabilisation, parce que pour certaines captations de subventions, bah, deux mêmes tiers-lieux visent la même subvention. Donc là, il faut faire de la coopétition, et des fois, bah, c'est plus la compétition qui gagne que la coopération. Mais le fait du processus de logique de territorialisation a réussi à réduire un peu ça. Merci Julien. Il y a une question après pour Norelia. En quoi les syndicats cheminots ont-ils joué un rôle dans le maintien du point d'accueil de solidarité de la gare de Strasbourg? Bonne question. Bizarrement, ils étaient assez absents de la scène, de cette petite scène autour du point d'accueil solidarité. Après, de façon plus subtile, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas trop pu développer, mais il y avait vraiment un jeu de pouvoir au niveau macro, hein, avec des acteurs institutionnels, évidemment, et des acteurs publics. Mais il y avait aussi des choses qui se passaient vraiment au niveau micro, vraiment au niveau très, 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 très local, à l'intérieur de la gare et de l'entreprise plus généralement. Et certains cheminots, effectivement, très engagés, très soutenants, très, très résistants, presque militants, des espèces de figures un peu ouais, de militants. Et ces gens-là étaient effectivement des gens qui étaient syndiqués et voilà, qui avaient cœur à porter et à défendre en fait un peu cette institution au sein de l'entreprise qui existait depuis longtemps, qui était connue des cheminots et aimée des cheminots, qui leur rappelait finalement une époque qui avait tendance à s'estomper avec les nouvelles réformes. Mais les organisations syndicales en tant qu'organisation n'étaient pas plus présentes que ça. Merci Norelia. Autre question, par le jeu des pouvoirs, est-ce qu'il n'est pas fonction du rapport de force en présence dès lors que les normes sur le territoire sont inversées? Les tiers-lieux, bien que solidaires, répondent aux attentes contradictoires des acteurs locaux. Dans ce cas, comment tenir compte de toutes les forces en présence? À nouveau, une question pour Julien. Puis j'ai vu aussi que Nadine était là, Nadine Richesse-Batesti, si elle veut dire un mot. Je salue aussi Caroline Demeyer, qui est aussi une des auteurs de cet ouvrage. Donc, je vois qu'elle est présente, si elle veut intervenir. Elle est bienvenue. Donc, question sur ces jeux de pouvoir. Je vois qu'il y a une main levée aussi, Philippe. Je ne sais pas si c'est clair. Je crois. Claire, merci. On donnera la parole à Claire après. Nadine, tu veux y aller ou j'y vais? Jeu de politesse ou jeu de pouvoir? Vas-y, je t'en prie, Julien, c'est toi qui es sur scène. Merci Nadine. Alors sur cette question, donc ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on a, enfin le jeu de pouvoir alors pour moi est une constante, en tout cas dans l'analyse, c'est toujours d'identifier quels sont les acteurs en présence, comment ils mettent en jeu aussi leur pouvoir et comment ils s'adaptent. Donc il y a toujours des évolutions, des mouvements. Je prends sur la deuxième partie de la question, enfin la deuxième question sur les tiers-lieux, bien que solidaires répondent aux attentes contradictoires des acteurs locaux. Dans ce cas, comment tenir compte de toutes les forces en présence? Je dirais qu'il y a deux niveaux. Il y a à la fois un niveau d'analyse pour le chercheur, d'essayer de comprendre quels sont les jeux d'influence qu'on plaît, donc là d'essayer d'avoir un panorama plus large. Et puis il y a peut-être un niveau des acteurs de terrain qui est de voir donc, quelles sont les forces en présence, mais surtout les forces qui comptent pour pouvoir y faire face et de rester en alerte par rapport aux forces qui peuvent émerger. Et ce qui est sûr, c'est que les tiers-lieux sont... enfin, alors, je ne vais pas ouvrir cette boîte de Pandore qui va être longue, mais c'est aussi pas mal d'injonctions publiques, d'orientation. Donc là, il faut se saisir d'un dispositif, essayer de le traduire ou de le modifier pour en rendre compte, ce qui n'est pas toujours le cas, de réussir à faire ce qu'on a envie de faire sous contrainte. Mais ce que je trouve intéressant quand à ce niveau-là, ça devient des territoires de solidarité, c'est qu'en fait, les tiers-lieux peuvent devenir des lieux, des espaces, ou contribuer à créer des espaces où ces jeux de pouvoir vont pouvoir se jouer, vont pouvoir être mis en scène et ça va constituer des arènes, on pourrait dire, pour que ça puisse se faire et donc avoir une clarté de positionnement. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant et là où on passe pour moi sur une question de territoire de solidarité, quand en fait ces jeux de pouvoir peuvent s'exprimer dans des espaces, dans des arènes où il y a une certaine
certaines règles de jeu collectives qui sont déterminées pour que ça puisse s'exprimer. Je sais pas Merci, si on Julien. vraiment la question, mais voilà ma réponse. Question de Claire, parce que le temps passe. On a encore 2 questions. Claire? Oui, merci beaucoup. Je vais être rapide. En plus, j'en ai deux. J'ai le droit d'en poser deux rapidement ou pas? Oui, oui, Il allez-y. n'y aura peut-être pas les réponses tout de suite, mais ça pourra Non, venir à la fin. enfin, merci déjà, c'est vraiment fascinant et très très intéressant. Ma première question, c'était pour Julien Maisonnas. Je me demandais qu'est-ce qui, à votre avis, quel était l'élément déclencheur de la bifurcation que vous décrivez? C'est-à-dire qu'est-ce qui a fait bifurquer d'une logique à une autre? Est-ce qu'il y a des éléments clés que vous identifiez? Puis ma deuxième question, c'était par rapport au travail de Vincent Pradier. Là encore, je trouve ça fascinant de lire ça de manière décoloniale. Et si j'ai bien compris, votre question, c'est vraiment de partir du point de vue des ONG, donc comment elles se transforment, des ONG, j'imagine, françaises ou en tout cas occidentales. Mais moi, je me demandais si on reprend le point de vue des études décoloniales, que ce soit la Kirano ou des Sousa Santos, etc. Leur point de vue, c'est vraiment comment on donne voix aux sujets locaux en tant que sujets producteurs de connaissances. Donc, et comment vous intégrez ça? Est-ce qu'il y a la place pour une voix à ces sujets locaux qui, dans les territoires, produisent des connaissances et probablement des solutions aux besoins de la transition? Merci. On va peut-être commencer par Vincent, parce que le temps nous manque et Julien a bien pris la parole. Bah, merci pour la question. Alors, oui, tout à fait. C'est un vrai sujet sur, en fait, c'est un peu ce que je disais sur euh, en fait, c'est quoi la vitalité des subalternes, des groupes subalternes, pour le dire comme ça, sur leur territoire d'intervention, et c'est quoi la capacité de ces ONG ou pas à mobiliser ces groupes-là, leur savoir, leurs connaissances dans la façon dont elles se gèrent. Ce qui est sûr que, à mon sens, ce qui joue sur leur capacité plus ou moins forte d'être décoloniale, on va dire ça comme ça, c'est quand même d'une part, et ça répond un peu à la question qu'a posée Emmanuel et qui a été posée en filigrane, le poids de la gestion occidentale dans leur gestion, et qui ça est très lié à leur modèle économique et notamment à leur mobilisation ou pas plus ou moins forte de fonds occidentaux publics, parfois très standardisés, normalisés, qui en fait ont tendance à répliquer une forme d'occidentalocentrisme qui exclut les groupes subalternes. Voilà, et ça. C'est sûr que des ONG qui travaillent, elles, en direct avec des fonds très fléchés, normalisés, bah, elles vont avoir tendance à être moins ouvertes à ces groupes subalternes-là. À l'inverse, il y a des ONG que j'ai étudiées, je vais en prendre une qui s'appelle le Secours catholique, par exemple, qui en fait travaillent en partenariat avec des organisations nationales, locales, endogènes, qui sont elles-mêmes déjà des organisations qu'on peut appeler plus ou moins subalternes, et qui sont peu dépendantes des fonds publics et de certains fonds publics qui sont plutôt intelligents dans la façon dont ils fonctionnent, ce qui leur donne plus de marge de manœuvre dans les projets qu'elles peuvent mettre en place, dans la façon dont elles mobilisent les parties prenantes et les bénéficiaires de leurs actions, dans les types d'activités qu'elles mettent en place, dans la façon dont elles rendent des comptes. Et donc, il y a forcément ce lien-là au bailleur. Et en fait, ça renvoie à une question plus globale de quelle marge de manœuvre ont un certain nombre des pays dans lesquels elles interviennent vis-à-vis de l'aide internationale. Et s'il y a une marge de manœuvre plus importante, bah, effectivement, on peut s'extraire plus facilement de ces logiques-là. Après, même dans les organisations très dépendantes des fonds publics, il faut quand même avoir en tête que elles sont la plupart constituées de personnes, les salariés sont des personnes qui sont des personnes issues du pays ou de la sous-région, qui travaillent elles-mêmes avec des personnes subalternes. Et donc, il y a déjà une forme de non-occidentalocentrisme dans la façon dont elles fonctionnent, quoi. Et donc, de toute façon, il y a même dans des organisations très, très marquées par cette approche instrumentale, des capacités à s'extraire, moins fortement que d'autres, mais à s'extraire de ce poids-là colonial du bailleur, quoi. Merci Vincent, on gardera un temps pour les questions à la fin de la deuxième session, mais là je laisse la parole à Nathalie pour l'ouverture de la deuxième session. Oui, merci beaucoup pour tous ces échanges. On va donc passer à la deuxième session. On a la chance d'avoir deux autres auteurs qui vont débattre dans cette table ronde ici, donc qui sont Lucie Kortenberg et Romain Slitine, et qui ont, eux, écrit sur la troisième partie de l'ouvrage autour de co-construire les territoires avec l'idée de réfléchir à des dynamiques, des temporalités, des acteurs qui vont être influents sur cette co-construction des territoires.
Et donc, je vais donner la parole tout de suite à Lucie Cortambert. Donc, Lucie qui a travaillé sur les associations au contact des sans-abri à Lyon, avec une approche ethnographique, hein, être dedans, et qui a réfléchi à ce qui faisait justement bouger le territoire, la dynamique solidaire. Donc, Lucie, je vous laisse la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Nathalie pour cette invitation et ravie d'être parmi vous avec les auteurs de cet ouvrage. Oui, alors du coup, j'ai réalisé une enquête ethnographique de 15 associations sur le territoire lyonnais, qui font soit des distributions de denrées alimentaires, de produits d'hygiène dans des endroits stratégiques de la ville, autour des gares notamment, de la gare Pardieu et de la gare Perrache, et également des maraudes. Donc, les maraudes, ça consiste à aller à la rencontre de sans-abri dans la rue, dans l'espace public, pour échanger avec ces personnes à la rue ou leur distribuer à manger une couverture. Et donc, il y avait à la fois cette enquête ethnographique qui consistait à les suivre et à faire l'observation participante de ces associations-là, et à la fois une participation à des rencontres de ces associations qui se réunissaient tous les 2-3 mois autour d'un collectif où elles s'organisaient entre elles pour un peu se partager ce territoire de la ville. Et donc, moi, un des constats principaux, c'est que finalement, le territoire, on ne peut pas vraiment dire que c'est une ressource ou que c'est un acteur. En fait, le territoire, c'est vraiment une dynamique qui se construit entre les pratiques spatiales des associations qui vont, par exemple, faire des chemins de maraude dans la ville pour aller à la rencontre de bénéficiaires, et également de ces usagers, donc de ces bénéficiaires qui sont à certains endroits de la ville et qui vont eux-mêmes influencer les pratiques des associations et aussi être influencés par ces pratiques d'association. Donc c'est en cela que c'est dynamique, parce que, par exemple, il y a des personnes, des bénéficiaires qui vont aller à la rencontre de ces associations en allant à des distributions qui sont à certains endroits fixes de la ville. Et puis, ces associations elles-mêmes vont aller à la rencontre de ces personnes. Et donc, voilà, ce qui était intéressant, c'est au cours de l'enquête, par exemple, une association avait changé de lieu de distribution. Elle distribuait à Place Carnot. Et puis, au cours de l'enquête ethnographique, elle a décidé de changer d'endroit, d'aller dans le 8e, qui était un endroit beaucoup plus isolé de la ville, moins au centre. Et donc, le fait de changer d'endroit, ça a entraîné au fait toutes ces personnes qui étaient habituées à aller à cette distribution de cette association, de changer également d'endroit et d'être déplacées donc, et de se rendre à cet endroit-là de la distribution. Donc voilà, donc un des points saillants, des conclusions de cet exemple des associations, c'est que le territoire, finalement, il y a quelque chose de dynamique et qu'il est en perpétuel mouvement, que soit les associations vont changer leurs pratiques spatiales et également les bénéficiaires vont les changer. Et donc, il était sans cesse en évolution. Eh bien, merci Lucie. Alors, je me tourne maintenant vers Romain Slitine autour de cette même question de la réflexion sur la dynamique du territoire. Donc, Romain, vous avez travaillé sur un territoire spécifique à Valence-Roman où il y a beaucoup d'expérimentation. Voilà, comment c'est mis en place? Qu'est-ce qui a produit une dynamique solidaire entre les acteurs du territoire? Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, parfait. Alors, oui, effectivement, l'initiative que moi j'ai étudiée en particulier, c'est l'initiative Startup de territoire, comme vous l'avez dit, à Romans-sur-Isère et à Valence en particulier, qui a été initiée. Et c'est un bel exemple de solidarité entre des acteurs autour d'un projet commun. Et donc, cette dynamique, ça a été lancé en 2016 par le groupe Archer, qui est une entreprise qui se définit comme une entreprise de territoire qui vise à trouver des solutions à la fois en interne au niveau de son organisation, mais aussi en coopération avec d'autres acteurs, publics et privés,
pour développer son territoire et en particulier dans une approche de développement durable. Alors, l'enjeu de start-up de territoire et l'objectif, c'est de créer d'autres entreprises par et pour les habitants autour des enjeux du mieux vivre localement. Il y a un pari dans cette démarche aussi, c'est de démocratiser l'entrepreneuriat pour imaginer un entrepreneuriat collectif et mobiliser largement autour des projets créés. Alors, cette démarche Startup de territoire qui s'est essaimée dans une vingtaine d'autres territoires en France, c'est plusieurs temps. Il y a d'abord, pour être un peu concret sur ce que c'est, il y a d'abord une phase de recueil des besoins du territoire. Ensuite, il y a une phase d'idéation où on réunit des centaines, voire des milliers de personnes autour du territoire pour concevoir, imaginer les solutions qui répondent aux besoins, donc autour de grands événements phares de créativité. Et puis ensuite, il y a une phase de sélection des projets et d'accompagnement. Et souvent, ce sont des projets collectifs qui se développent. Alors, par exemple, il y a eu plusieurs projets qui ont été lancés. Je pense à Ma bouteille s'appelle Revient qui a relancé dans toute la région la consigne de verre. Voisiwatt qui a été un projet d'énergie renouvelable 100% verte. Sneak Up qui est une entreprise qui produit des baskets à partir de matériaux recyclés, etc. Et donc, pour répondre à la question de comment a pu se mettre en place cette dynamique solidaire entre les acteurs du territoire autour de ce projet, je dirais que d'abord, il y a beaucoup de choses potentiellement, mais il y a trois idées que je voudrais souligner, qui font un peu écho et qui sont aussi complémentaires avec ce qu'on a entendu. C'est tout d'abord le point de départ de la nécessité. Ça ne s'est pas déroulé dans n'importe quel territoire. Il s'agit d'un territoire qui a subi, comme vous le savez, dans la Romans-sur-Isère en particulier, dans les années 90, des délocalisations massives de la mono-industrie de chaussures, et ce qui a entraîné un fort taux de chômage, de pauvreté, qui a énormément marqué le territoire. Et cette situation a initié, on a pu l'observer, de nombreuses innovations sociales. C'est par exemple dans ce territoire que sont nés les pôles territoriaux de coopération économique, qui sont les clusters de l'ESS, ou encore cette initiative Startup de territoire qui est intéressante parce que c'est un peu le prolongement, le complément des pôles territoriaux de coopération économique qui inclut les habitants du territoire pour les amener à coopérer et à trouver des solutions pour leur territoire. Donc la première chose, c'est la nécessité. La deuxième chose, c'est une vision commune et un récit commun. C'est très important, ça a été un des moteurs, en particulier et une capacité d'Archer, du groupe Archer, ça a été de créer une vision claire et mobilisatrice pour que tout le monde puisse finalement se retrouver derrière un diagnostic commun et une envie commune. Et c'est ça en particulier qui a permis plusieurs fois de réunir jusqu'à, comme je vous disais, 2000 participants autour de la co-construction de projets concrets. Et puis la troisième chose que je voudrais dire, c'est finalement la capacité à inventer une méthode et un désir de travailler ensemble, avec l'idée de casser les codes, ne pas avoir une approche institutionnelle des choses, s'appeler par son prénom. Et finalement, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti sur le territoire. Très bien, merci Romain. Dans la suite de cette réflexion, parce qu'on vous parlait de dynamique tous les deux, Lucie et Romain, donc ça se co-construit, ça bouge, mais on pourrait se dire, est-ce ça avance, ça revient en arrière? Enfin, qu'est-ce qui fait que il va y avoir une certaine pérennité des pratiques? Et Lucie, je sais que dans le chapitre, vous évoquez la question de la lutte des places. Voilà, il y a des enjeux de solidarité, il y a de la coopération, mais il peut aussi y avoir des formes de concurrence. Donc, comment est-ce qu'on voit la pérennité des pratiques de co-construction solidaire dans ce contexte-là?
Oui, alors effectivement, il y a pas mal de tensions en fait au sein du collectif. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a marqué. Parce que en fait, chaque année, il y a des nouvelles associations qui se créent. Ou alors, il y a des nouveaux collectifs qui se créent, des initiatives citoyennes. Et donc ça, potentiellement, en fait, ça peut créer des situations où il y a plusieurs associations qui se retrouvent au même endroit au même moment dans la ville pour faire des distributions. Et donc, ça crée des tensions entre d'anciennes associations qui sont présentes depuis plus longtemps dans la ville, qui ont elles-mêmes parfois des difficultés à recruter des bénévoles et des nouvelles associations qui se créent. Donc, c'est pour cela, en fait, finalement, qu'il y a ce collectif qui existe et qui aide ces associations à s'organiser autour du territoire et à se partager en fait un petit peu l'espace ville du territoire. Donc comment est-ce qu'elles pérennisent leur action? Finalement, elles le font parce qu'elles se réunissent. C'est le fait de s'asseoir et de se mettre autour de la table, de se présenter chacune et de laisser finalement cette table ouverte à toutes ces nouvelles initiatives qui se créent pour se réunir et du coup se partager l'espace ville, l'espace du territoire. Donc moi, ce que je trouve intéressant et ce qui m'a marqué en fait dans leur réunion, c'est à la fois, ça montre que le territoire, c'est pas quelque chose de neutre, mais que en fait le territoire est politique, qu'il est le fruit de tensions, mais aussi de coopération, parfois voilà de situations où certaines associations en fait qui sont présentes depuis plus longtemps, elles organisent du coup, elles mettent en place un planning des maraudes et des distributions pour aussi se légitimer, enfin légitimer leur présence sur le territoire et sous-entendu, toutes les nouvelles associations, ben voilà, nous, on est déjà présentes à tel endroit, tel soir de la semaine, donc ne venez pas. C'est un peu ça qui est implicite. Et, donc, à la fois, ça montre que le territoire n'est pas neutre, premièrement, mais aussi, deuxième point que j'ai trouvé intéressant, c'est comment, par quel mécanisme passent ces associations quand elles veulent s'organiser dans un territoire. Et ben finalement, ce qu'elles font, c'est qu'elles font ce que Henri Lefebvre appelle de l'abstraction spatiale, c'est-à-dire qu'elles vont se refigurer le territoire comme une carte et donc imaginer du coup la ville comme une carte afin de s'organiser entre elles autour de cette carte. Donc penser la ville comme des quartiers, comme des lieux où sont présentes certaines personnes afin de s'organiser plus facilement. Donc c'est autour de voilà de ce planning d'association, enfin ce planning des maraudes des distributions qui est possible l'organisation solidaire. Très bien. Donc finalement des outils et des acteurs légitimes, enfin ce sont des formes d'éléments qui permettent cette pérennisation en fait Exactement. l'action. Merci. Romain, même réflexion sur la pérennité, les conditions de pérennité. Est-ce que vous Oui, avez des éléments bon, déjà, il y a des choses très concrètes sur la pérennité. C'est que, c'est des moyens. Puisque ce qui s'est passé, je vous ai dit que Startup de territoire a été créé en 2016 et, par le groupe Archer. Et très vite, le groupe Archer s'est rapproché de l'agglomération Valence-Roman, qui connaissaient, avec qui ils avaient travaillé, mais pour véritablement euh, euh, monter un projet en commun et répondre à l'appel l'appel à proposition de la Banque des territoires, TIGA, que vous connaissez peut-être, qui était Territoire d'innovation grande ambition, qui était un programme doté de plusieurs centaines de millions d'euros national. Et le groupe Archer adossé, et donc vraiment un binôme avec l'agglomération, ont répondu et ont obtenu en 2019 23 millions d'euros
ce qui est pas mal d'argent pour un territoire de cette taille, 23 millions d'euros pour développer start-up de territoire localement. Alors, ces 23 millions d'euros, c'est à la fois pour accompagner la démarche et surtout pour financer et accompagner les entreprises créées, soit en subvention pour une partie, soit en investissement. Donc, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est trouver des moyens, que je crois un autre intervenant le disait tout à l'heure, mais voilà, mobiliser des moyens nationaux. Il parlait de légitimation, bien sûr, mais aussi de pérennité du projet. Alors ensuite, je vous disais que ça a été créé avec le groupe Archer et l'agglomération de Valence-Roman ont donc créé une structure qui s'est mise en place, qui est véritablement bicéphale et qui s'appelle la FABTI, la Fabrique de Territoire, qui est une organisation donc très originale et copilotée par l'agglomération et le groupe Archer. Et qui permet aussi, évidemment, d'ancrer, parce que ça permet de mobiliser tous les moyens derrière de l'agglomération, de l'agglo, pour pouvoir intégrer ce projet dans les politiques publiques. Et puis, je dirais deux dernières idées sur ce point-là. C'est d'abord la capacité à formaliser et diffuser les innovations sociales. C'est-à-dire que la start-up de territoire, la FABTI ont introduit ces pratiques innovantes comme l'idée d'entreprendre plus collectivement, l'idée potentiellement d'entreprendre sans entrepreneur au départ, et de mobiliser, et la capacité, le savoir-faire à mobiliser les habitants autour de projets entrepreneuriaux au service du territoire. Et donc, il y a tout un travail de formalisation et de diffusion de ces innovations sociales. Je vous ai dit qu'ensuite, ça s'est développé dans plusieurs autres régions. Et donc ça aussi, ça fait partie de la pérennité du projet parce que ça permet de créer un réseau. Et je termine par le rôle qui me semble vraiment, c'est pas parce que ça me fait plaisir ou ça nous fait plaisir dans ce lieu-là, mais le rôle essentiel de la recherche. Alors que moi, j'ai pu observer, d'autres aussi autour de la table qui ont étudié le projet, je pense à Didier ou à Nadine, on a pu voir vraiment le rôle fondamental de la recherche, à la fois pour travailler sur les impacts de la dynamique à tous les niveaux, pas qu'en termes de création d'activités, d'emplois ou d'entreprises, mais aussi sur ce que ça change sur le récit du territoire, sur ce que ça change sur le rapport sur les rapports de coopération, etc. Donc ça, c'est pour évaluer l'impact. La recherche a été très importante aussi pour décrypter comment ça fonctionne et faire un retour sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et puis, la recherche a été également très, très importante pour légitimer le projet et la dynamique. Et donc, vraiment, les acteurs du territoire se sont énormément appuyés sur la recherche, l'action que moi j'ai menée, mais aussi l'action qui a été menée, je citais d'autres chercheurs, mais aussi qui a été menée par un autre groupe de chercheurs emmené par l'université Grenoble-Alpes. Voilà. Et donc, il y a vraiment énormément d'investissement qui a été fait sur la recherche qui a contribué, pour moi, à la pérennité du projet. Très bien, merci beaucoup Romain, merci à tous les deux pour ces réponses. On va maintenant démarrer les échanges avec nos participants présents dans la salle. Alors Didier, c'est toi On qui a vas plusieurs mener questions ça. dans le chat. Déjà, on a alors, des questions pour l'instant autour des deux thématiques, en fait, sur la dynamique de création d'émergence et la pérennisation. Donc, sur l'émergence, on a une question de Patrick Gillormini qui demande donc en quoi les injonctions de la municipalité de Lyon et de la préfecture du Rhône sur l'occupation de l'espace public, en quoi ces injonctions sont-elles déterminantes dans la co-construction des territoires par les associations pour les sans-abri? Donc là, c'est une question pour Lucie. Pardon, merci. Je salue du coup mon collègue Patrick Gillormini et je le remercie d'avoir posé la question. En fait, effectivement, je dirais l'orientation politique de la municipalité joue beaucoup sur cette occupation du territoire.
Donc là, depuis quelques années, du coup, c'est les écologistes qui sont à la tête de la métropole et qui ont plutôt un rapport, on va dire, positif pour ces associations et pour les personnes qui occupent l'espace public, les personnes sans abri, et qui, par exemple, dès qu'on démantèle pas des lieux d'occupation, donc je dirais que c'est plutôt en faveur par rapport aux, aux autres municipalités passées. La préfecture du Rhône, elle a un rôle différent qui consiste du coup, à décider qu'il y a un plan froid ou un plan canicule et qui va, du coup, en décidant qu'il y a le plan froid, c'est quand il y a en fait, quand il fait des températures négatives en soirée, et ben, elle va ouvrir des gymnases et permettre du coup aux personnes qui sont dehors à avoir un lieu pour dormir. Voilà, donc ça, je dirais que c'est surtout ça. Après, voilà, donc moi, j'ai pas vu de coordination entre la municipalité et les associations. C'est possible qu'il en existe, mais voilà, pour répondre rapidement. Merci. Merci. On a des questions ensuite sur la pérennisation. Une question de Jules Boucabiona sur est-ce que les actions collectives permettent de pérenniser les actions sur le territoire? Pérenniser le territoire. Et là, peut-être aussi, quelles actions du coup? Alors, là, c'est une question que je pense pour vous deux en tant que telle. Je vais peut-être laisser Romain répondre. Romain, si tu veux commencer, peut-être. Je pense que tu l'as en partie dit, mais ça peut être intéressant. Mais je ne suis pas sûr de bien comprendre. Enfin oui, d'accord, pardon. Les actions, en fait, les actions collectives permettent de contribuer aussi à faire du territoire, à faire territoire, parce que bon, voilà, certains l'ont défini, mais ça permet en fait d'incarner le territoire, d'incarner une manière de vivre ensemble, mais surtout d'agir ensemble. Enfin, c'est un peu le passage entre le vivre ensemble sur le territoire à l'agir ensemble autour d'un projet avec une dynamique entrepreneuriale, comme je le disais, mais on voit bien start-up de territoire, hein, c'est volontairement ambigu et un pied dans divers mondes. Mais on est effectivement sur l'action collective permet de faire et de pérenniser le territoire par l'action et par l'incarnation et par aussi les célébrations de ce qu'on a réussi à faire. Voilà, donc oui, évidemment, pour moi, c'est un bel exemple de cela. Si, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, je trouve que je n'étais pas, je dirais dans le même sens de Romain, mais c'est difficile de dire que on pérennise un territoire. Enfin, je suis pas sûre. Voilà, c'est plutôt l'action entre des acteurs. Voilà, elles sont pérennisées, mais pour la question des sans-abri, en fait, c'est compliqué de dire ça. En fait, ce serait pas forcément positif que l'action des associations soit pérennisée. En fait, le mieux, c'est qu'il y ait une baisse de sans-abri. Donc, ces actions-là n'existent plus. Enfin, j'espère qu'elles vont diminuer dans le temps, en fait. C'est pas forcément positif de penser que leurs actions soient pérennisées. On a ensuite des questions. Alors, une qui est adressée à Lucie, mais je pense qu'il va être aussi intéressante pour Romain. Une question de Fadia Corby qui disait dans un contexte de pénurie des ressources de tout type, humaines, financement, etc., dans quelle mesure la réinvention des business models des ONG est importante et en quelque sorte urgente? Et donc, Fadia disait qu'elle pensait notamment à de nouvelles approches, actions novatrices comme l'intégration des bénéficiaires dans les actions des ONG, etc., faire appel
faire appel à de nouvelles formes de bénévolat en entreprise, dans les écoles, répondre collectivement avec des ONG partenaires aux appels à projets, plutôt qu'être en concurrence. Donc là, c'est vraiment la partie Lucie. Et Robert Sanguet-Fotso pose également la question des business models sur start-up de territoire. Donc vraiment un ensemble de questions sur ces business models pour vous deux. Peut-être Lucie, si tu veux Ouais, commencer. et ben, merci pour la question, je trouve très intéressante. Effectivement, avec la baisse des subventions, les associations se retrouvent dans des difficultés aujourd'hui, et aussi la baisse des subventions pour les métropoles qui ont un impact aussi sur les associations et in fine et sur les bénéficiaires in fine. Je trouve effectivement qu'on voit des nouvelles formes de bénévolat apparaître avec les journées de solidarité que certaines entreprises ont, où elles incitent leurs salariés du coup à prendre une journée de congé pour s'impliquer dans des associations. Je trouve que c'est très intéressant. Aussi l'implication des personnes bénéficiaires dans les gouvernances des associations. C'est de plus en plus enfin, moi, je trouve que ça se développe où on intègre des personnes bénéficiaires dans les conseils d'administration pour qu'on entende leur voix également et qu'elles prennent part, en fait, à ces formes de solidarité dans les associations. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Pour les nouvelles formes de bénévolat, c'est vrai que ça pose question, ça interroge. On parle maintenant de plus en plus de bénévolat USB où les bénévoles se branchent et se débranchent, où c'est très difficile, enfin ça devient de plus en plus difficile de pérenniser, de fidéliser les bénévoles au sein des structures. Et donc effectivement, ça pousse en fait pour les associations, elles sont obligées de se réinventer, de repenser à des nouveaux modèles. Alors, j'ai pas de réponse à apporter, mais je trouve que c'est tout à fait des questions actuelles très importantes à se poser pour ces organisations-là. Juste sur un startup de territoire, enfin, je dirais le logiciel a été très influencé par le groupe Archer qui a une démarche extrêmement, c'est une entreprise sociale, enfin à but non lucratif, mais qui a une démarche très entrepreneuriale. Et donc c'est vraiment, enfin ils insistent beaucoup sur cette dimension et ça diffuse aussi cette culture, donc de trouver un modèle hybride, y compris pour les startups de territoire, un modèle hybride entre où en fait, l'idée, c'est de ne pas dépendre uniquement des financements, bien évidemment, parce que sinon on est aussi dépendant bah, de celui qui nous donne l'argent. Enfin, ça c'est vrai pour tous les clients, hein, que ce soit public ou privé. Et donc d'avoir cette réflexion sur des modèles hybrides de pérennisation des projets. C'est principalement quand même des marchés, des projets qui font appel au marché et aux consommateurs. Voilà. Okay. Peut-être ensuite, on revient du coup là, vos réponses ont amené un nouveau jeu de questions de manière assez logique. Peut-être des questions pour Lucie dans un premier temps de Robert qui a interrogé finalement la posture des sans-abri et finalement l'accent qui est mis sur les associations pour apporter une réponse durable au problème des sans-abri, et il s'interrogeait sur la légitimité des associations, et il posait ensuite des questions très pratiques en disant dans les enquêtes, est-ce que tu as pris en compte le nombre d'années passées dans la rue par les sans-abri? Oui, alors, Voilà. je suis pas sûre de comprendre toutes les questions, mais en fait, moi, je suis pas allée interroger les sans-abri en tant que tels. Je trouvais que c'était une posture difficile de venir les interroger. Ça posait des questions éthiques compliquées. En fait, moi, je suis vraiment allée. Mon unité d'analyse, c'était les associations et comment finalement, bah, elle gérait cette relation avec les sans-abri. Donc, évidemment, j'étais aussi, j'ai rencontré des sans-abri, mais je n'ai pas fait d'entretien avec eux. Donc, ça, je ne peux pas répondre à la question. Alors, je suis pas sûre de comprendre. Sans-abri ne serait pas un état d'esprit au regard de sa persistance sur le territoire.
je ne sais pas si on peut parler d'état d'esprit, hein, c'est plutôt une situation malheureusement qui est pas facile, voilà. Et après la question de légitimité, moi ce qui m'a frappée, c'était finalement certaines associations utilisaient ce planning de maraude et de distribution comme moyen pour asseoir leur légitimité. Et le fait qu'elle soit dans le planning, ça permettait en fait d'avoir ce territoire à elle en fait. Et l'espace public, c'est un espace qui est sans cesse en fait utilisé. Enfin, personne ne possède cet espace-là. Donc c'est ça qui est difficile, c'est de territorialiser l'espace public. Et finalement, ouais, voilà, c'est ça qui m'a frappé. C'était l'utilisation de ce planning, donc cet outil, pour s'organiser comme moyen aussi d'asseoir une légitimité par les associations, par certaines associations. Il y avait une question aussi sur la place des groupes confessionnels dans les associations. Est-ce que tu les as repérés? Est-ce que... Oui, effectivement, j'en ai pas trop parlé, mais il y a beaucoup d'associations confessionnelles parmi les associations que j'ai étudiées, surtout sur les associations locales, donc pas forcément nationales. Finalement, il y en a beaucoup, alors que ce soit toutes les confessions chrétiennes, musulmanes, catholiques. Alors, comment l'expliquer? Pour moi, finalement, ça pose des questions entre solidarité et valeur de la solidarité. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelles sont les motivations pour ces bénévoles? Je pense que ça pose plein de questions intéressantes qui pourraient être des nouveaux travaux de recherche sur les différentes valeurs de la solidarité. Merci, Lucie. Alors, ta réponse me permet de rebondir pour adresser des questions à Romain, sur lesquelles il y avait deux ensembles de questions. Une première question de Claire Champenois sur quelle était la vision commune, le récit développé par Archer, qu'est-ce qui fait que l'entrepreneur ou l'entreprise Archer ont voulu développer l'action territoriale. Et du coup, il y avait toute la question des valeurs, compétences, expériences au-delà d'Archer. Et puis, une dernière question qui lui était posée, c'était sur la mesure finalement de ce qu'il a analysé et qu'est-ce qui pousse un habitant non militant à entrer dans ces dynamiques de start-up de territoire. Merci beaucoup. Alors, sur la question du récit et des visions communes, c'est déjà s'appuyer sur le passé pour créer un avenir qui soit différent. Ou pour dire, voilà, et avec l'idée de ensemble, c'est un discours très positif, une vision très positive, hein, volontairement, ensemble, tout est possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas régler seul, et avec les méthodes traditionnelles où chacun travaille dans son coin, les acteurs publics, etc., on se met ensemble, c'est-à-dire des acteurs entrepreneuriaux de l'ESS, principalement des acteurs publics et des citoyens, et on va faire des forums ensemble, casser un peu les codes pour trouver des solutions, et finalement, au lieu d'être un citoyen, et ça répond un peu à la deuxième question, un citoyen ou un habitant passif de mon territoire qui attend des autres, des pouvoirs publics, etc., que les choses changent, eh bien, finalement, j'ai une part dans la solution et je peux agir. Mais il faut qu'on me donne l'espace. Et finalement, c'est créer ces espaces-là qui permet d'agir. Et donc, après, le discours, pour revenir sur la question du discours et du récit, ça va être en fonction du temps. Potentiellement, ça s'adapte aussi un peu en fonction du temps et des publics, mais c'est la question du renouveau des villes moyennes. Ça, c'est ce qui a été étudié, c'est-à-dire que les villes moyennes ont un potentiel qu'il faut pouvoir activer. Ça, c'est plus un discours général. La capacité transformatrice de l'entrepreneuriat pour agir. Et puis, ce discours plus général, très positif, dont je parlais tout à l'heure. Merci, Romain. Je propose de redonner la parole à Nathalie, du coup. Oui, merci. C'est juste pour conclure, puisqu'on arrive à la fin du temps qu'on a. On essaie de respecter le timing pour cette matinale.
Merci beaucoup à tous pour avoir joué le jeu, de donner à voir quelques éléments de cet ouvrage, de ces chapitres, d'avoir discuté, je vois en live ou dans le chat aussi, je vois qu'il y a eu des échanges, des réponses. Donc, merci beaucoup à vous tous, ceux qui ont présenté, les participants et plus globalement tous les auteurs de l'ouvrage. Et donc, je redonne la parole peut-être à Emmanuel pour juste le petit mot de conclusion pour clôturer. J'ai pas grand-chose à dire à part de remercier à nouveau tous nos invités, remercier aussi donc les coordinateurs de l'ouvrage, Philippe, Didier et Nathalie pour l'organisation de cette matinale extrêmement riche, extrêmement intéressante. Nos participants, évidemment, nos invités. Et peut-être, en guise de dernier mot, vous dire eh bien qu'on sera ravis de vous retrouver pour notre prochain rendez-vous qui aura lieu donc le 18 mars. Voilà, donc prochaine matinale, le 18 mars. Merci à vous et très bonne suite de matinée. Au revoir. Au Merci. revoir, merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. Au revoir.